Il y a une observation de Carl Jung sur les amitiés féminines que peu de femmes sont prêtes à entendre. Ce n'est pas pour dire que les femmes sont incapables d'amitié authentique. Loin de là, elles en sont absolument capables. Mais Jung a identifié un schéma obscur, un motif qui se répète avec une régularité troublante. Un scénario où l'amie la plus proche, la confidente, celle qui est toujours présente, se révèle être, en réalité, une compétitrice tapie dans l'ombre. Une rivale inavouée, quelqu'un qui vous observe attentivement, non pas dans le but de vous soutenir ou de vous encourager, mais plutôt pour se jauger à vous, pour se comparer. Une personne dont la proximité apparente n'est pas motivée par l'affection ou l'amour, mais par une forme de surveillance, un contrôle discret. Si jamais vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose de pas clair dans une amitié proche, si vous avez remarqué des petits détails, des subtilités inexplicables, si vous avez eu l'impression que votre succès était accueilli avec une joie, disons, moins qu'entière, alors cette vidéo vous apportera les réponses que vous cherchez, et elle confirmera probablement des soupçons que vous nourrissez depuis des années, peut-être même des décennies. Carl Jung a beaucoup écrit sur ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre est cette partie de nous-mêmes que nous préférons ne pas voir, que nous refoulons, la partie qui recèle l'envie, la jalousie, le ressentiment, l'esprit de compétition. Jung comprenait que nous portions tous une ombre en nous. La différence réside dans la capacité de certains à la reconnaître, à travailler avec elle, et la tendance des autres à la projeter sur autrui ou à la laisser agir inconsciemment. Dans les amitiés féminines, cette ombre peut prendre des formes particulièrement insidieuses, car la société enseigne aux femmes, dès leur plus jeune âge, qu'elles doivent être aimables, qu'elles doivent se soutenir mutuellement, que la compétition ouverte est, disons, mal vue, vulgaire. Alors la compétition ne disparaît pas. Non, elle se cache, elle se dissimule sous des apparences trompeuses. Elle se travestit en sollicitude, en conseils bien intentionnés, en proximité affectueuse. Jung appelait cela l'ombre féminine. Non pas parce que les femmes seraient pires que les hommes, non, mais parce que la manière dont la société réprime l'agressivité féminine fait que cette agressivité finit par s'exprimer de manière plus subtile, plus détournée, et donc plus difficile à détecter. Le premier signe qui révèle que votre amie proche est en réalité votre compétitrice cachée concerne la façon dont elle célèbre vos succès, ou plus précisément, la façon dont elle ne les célèbre pas. Jung avait observé que l'envie authentique, la vraie, est incapable de feindre la joie de manière convaincante. Il y a toujours quelque chose dans l'expression du visage, dans le ton de la voix, dans le temps de réaction, qui trahit la vérité. L'amie compétitrice écoutera vos bonnes nouvelles, et il y aura, l'espace d'une fraction de seconde, un je ne sais quoi, une ombre fugace qui traversera son visage, un léger retard avant l'apparition du sourire, une félicitation qui sonnera légèrement forcée, mais ce n'est pas tout. Ce qui suit est encore plus révélateur. Après la félicitation obligatoire, viendra autre chose, une comparaison, un mais, une anecdote sur elle-même qui, d'une manière ou d'une autre, minimise votre accomplissement ou le relativise. Tu as obtenu une promotion. C'est super. Moi aussi, j'étais sur le point d'en avoir une l'année dernière. Mais j'ai finalement décidé que le stress supplémentaire n'en valait pas la peine. Tu pars en vacances en Europe. Incroyable. Nous, on préfère les destinations moins touristiques. C'est plus authentique. C'est ce que Jung appellerait une célébration conditionnée. Ce n'est pas une célébration sincère. C'est un rituel social auquel on se conforme, tout en neutralisant simultanément la réussite de l'autre. L'amie compétitrice est incapable de simplement se réjouir pour vous. Elle a besoin de trouver un moyen de maintenir l'équilibre, de ne pas se sentir inférieure.
de vous rappeler et de se rappeler à elle-même qu'elle a aussi de la valeur, qu'elle est, elle aussi, quelqu'un. Le deuxième signe est ce que l'on pourrait appeler la révélation stratégique d'information. Jung comprenait que la connaissance est un pouvoir. Et l'amie compétitrice utilise ce pouvoir de manière subtile, mais potentiellement dévastatrice. Lorsque vous lui confiez quelque chose de personnel, quelque chose de vulnérable, quelque chose que vous préféreriez garder secret, elle le mémorise, elle le stocke, non pas pour vous protéger, mais pour l'utiliser. Elle ne l'utilisera peut-être pas de manière flagrante. Elle n'ira pas raconter votre secret à tout le monde. Ce serait trop évident. Au lieu de cela, elle laissera échapper de petites allusions, des remarques subtiles, à des moments bien précis. Elle mentionnera votre complexe juste au moment où vous vous apprêtez à faire quelque chose d'important. Elle rappellera votre échec passé exactement au moment où vous célébrez un succès présent. Elle mettra en avant votre fragilité précisément en présence de personnes que vous cherchez à impressionner. Cette révélation stratégique remplit deux fonctions. Elle vous maintient dans une position inférieure, en vous rappelant constamment vos faiblesses. Et elle se positionne, elle, comme celle qui sait, celle qui détient l'information, celle qui est, d'une certaine manière, au-dessus de vous, parce qu'elle connaît vos secrets. Jung a écrit sur la façon dont l'intimité peut se transformer en une arme. L'amie compétitrice recherche l'intimité, non pas par besoin de connexion authentique, mais par soif d'accès. Plus elle en sait sur vous, plus elle a de pouvoir sur vous. Et ce pouvoir s'exerce de manière si insidieuse que vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe, souvent. Le troisième signe concerne l'invalidation systématique de vos perceptions. Lorsque vous lui parlez d'un problème, d'une inquiétude, de quelque chose que vous ressentez, l'amie compétitrice a une réponse prévisible. Elle minimise, elle invalide. Elle recadre votre expérience de manière à vous faire douter de vous-même. Tu exagères, ce n'est pas si grave, tu es trop sensible, je crois que tu imagines des choses. Jung comprenait que cette invalidation systématique est une forme de contrôle. Si elle parvient à vous faire douter de vos propres perceptions, alors elle devient l'arbitre de la réalité. Vous avez besoin de la consulter pour savoir si ce que vous ressentez est valable. Vous dépendez d'elle pour interpréter votre propre expérience. Cette dynamique est particulièrement dangereuse lorsqu'il s'agit de vos perceptions à son sujet. Si vous commencez à remarquer des signes de compétition, si vous commencez à sentir que quelque chose ne tourne pas rond, elle sera la première à vous dire que vous êtes paranoïaque, qu'elle vous aime. Comment pouvez-vous penser cela de votre meilleur ami? Et parce que vous avez été conditionné à douter de vous-même. Vous la croirez probablement, vous ignorerez votre intuition. Vous resterez dans une amitié qui vous fait du mal, parce qu'elle vous a convaincu que le problème, c'est vous. Le quatrième signe est la comparaison descendante constante. L'amie compétitrice a un besoin compulsif de se sentir supérieure. Et l'une des façons dont elle satisfait ce besoin est par le biais de comparaisons qui la mettent toujours en valeur. Ces comparaisons sont rarement évidentes. Elle ne dira pas « je suis meilleur que toi », ce serait trop grossier. Au lieu de cela, les comparaisons se présentent sous la forme d'observations innocentes ou même de compliments empoisonnés. « Quel courage tu as de porter cette robe ! Moi, je n'oserais jamais. » Ce qu'elle dit vraiment, c'est que la robe ne te va pas bien. Mais elle est trop polie pour te le dire directement. J'admire le fait que tu ne te soucies pas de ce que pensent les autres. Ce qu'elle dit vraiment, c'est que tu devrais t'en soucier davantage, car il y a clairement quelque chose de critiquable chez toi. Ton copain est tellement détendu, le mien est parfois un peu trop attentionné. Ce qu'elle dit vraiment, c'est que son copain est meilleur, parce qu'il fait plus d'efforts. Jung appelait cela l'agression passive de l'ombre. L'hostilité qui ne peut s'exprimer directement trouve des moyens indirects de se manifester. Et les comparaisons dévalorisantes sont l'une des formes favorites de l'ami rival. La cinquième indication, c'est ce qu'on pourrait appeler le boycott invisible.
L'amie rivale ne vous sabotera pas de manière évidente. Elle ne parlera pas mal de vous ouvertement. Elle n'essaiera pas de vous voler des opportunités de manière directe. Son sabotage est beaucoup plus subtil. Elle oubliera de mentionner une opportunité qui pourrait vous bénéficier. Elle ne vous invitera pas à un événement où vous pourriez faire des contacts importants. Elle donnera des informations incomplètes qui vous feront prendre de mauvaises décisions. Elle vous conseillera dans des directions qui subtilement vous nuisent, tout en donnant l'impression de vous aider. Jung a compris que ce boycott invisible est l'une des formes les plus difficiles à détecter de la compétition cachée, parce qu'elle ne fait jamais rien d'ouvertement mauvais. Simplement, elle ne fait pas les choses bonnes qu'une amie véritable ferait, et l'absence d'action est beaucoup plus difficile à pointer du doigt que l'action négative. Si vous confrontez l'amie rivale à propos de ce boycott invisible, elle aura des réponses parfaites. J'ai oublié. Je ne pensais pas que ça t'intéresserait. J'ai supposé que tu le savais déjà. Et vous passerez pour la paranoïaque, l'ingrate, celle qui voit des conspirations. Là où il n'y a que des étourderies innocentes. La 6e indication, et peut-être la plus perturbante, est l'utilisation de l'intimité comme arme. Jung observait que, dans les relations proches, la vulnérabilité partagée peut devenir une munition. L'ami rival vous encourage à vous ouvrir, à partager vos peurs, vos insécurités, vos échecs, et vous le faites parce que c'est ce que font les amis proches. Mais elle garde tout, chaque confession, chaque moment de faiblesse, chaque secret, pas par empathie, mais par avantage. Et cette information est utilisée de façon subtile, mais dévastatrice. Un commentaire casuel qui touche exactement votre point le plus sensible. Une observation innocente qui vous rappelle votre plus grand échec. Une question qui semble génuine, mais qui en réalité est conçue pour vous faire sentir inférieur. Le plus perturbant, c'est que l'amie rivale, souvent, n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Jung comprenait que l'ombre opère depuis l'inconscient. Elle peut génuinement croire qu'elle vous aime, qu'elle vous soutient, qu'elle est votre meilleure amie. Mais son ombre, la partie d'elle qui vous envie et rivalise avec vous, agit sans sa connaissance consciente. Cela rend la situation encore plus difficile à gérer, parce que vous ne traitez pas avec quelqu'un qui consciemment veut vous faire du mal. Vous traitez avec quelqu'un dont l'inconscient vous voit comme une menace et qui agit cette perception de façon qu'elle ne reconnaît même pas elle-même. Maintenant, il est important de se demander pourquoi cela arrive. Pourquoi une femme devient la compétitrice cachée de son ami proche? Jung a offert plusieurs explications. La première a à voir avec ce qu'il a appelé l'ombre féminine non intégrée dans une société qui réprime la compétitivité féminine. Il dit aux femmes qu'elles doivent être collaboratives et non compétitives. La compétitivité naturelle ne disparaît pas. Elle est réprimée, elle devient ombre, et depuis l'ombre, elle agit de façon distorsionnée et dommageable. La femme qui a intégré son ombre peut reconnaître ses sentiments de compétition et d'envie. Elle peut dire « Oui, parfois je me sens jalouse de mon ami, et c'est ok, c'est humain », en le reconnaissant consciemment. Elle peut choisir de ne pas agir ses sentiments. Elle peut célébrer génuinement les succès de son ami, malgré la piqûre d'envie. Mais la femme qui n'a pas intégré son ombre ne peut pas reconnaître ses sentiments. Ils sont trop inacceptables. Alors, elle les nie, elle les réprime, et précisément parce qu'ils sont réprimés, ils agissent depuis l'inconscient, de façon qu'elle ne peut pas contrôler. La deuxième raison a à voir avec ce que Jung appelait la comparaison introjectée. Dès leur plus jeune âge, à beaucoup de femmes, on leur enseigne à se mesurer aux autres femmes. Qui est la plus jolie? Qui est la plus mince? Qui a le meilleur petit ami? Qui a le plus de succès? Cette comparaison constante s'internalise, devient une partie de la structure psychique.
L'ami rival ne peut pas simplement apprécier votre compagnie. Chaque interaction est aussi une évaluation. Chaque conversation est aussi une comparaison. Et vos succès ne sont pas seulement vos succès, ce sont des rappels de ces échecs réels ou perçus. La troisième raison a à voir avec ce qu'on pourrait appeler l'envie existentielle. Jung a compris que parfois, on envie chez les autres, non pas ce qu'ils ont, mais ce qu'ils sont, pas leur possession ou leur réalisation, mais leur essence. L'ami rival peut vous envier, non pas parce que vous avez plus d'argent, ou un meilleur travail, ou un partenaire plus attirant. Elle peut vous envier parce que vous semblez plus heureuse, plus sûre, plus en paix avec vous-même. Elle peut vous envier parce que quelque chose dans votre façon d'être lui rappelle ce qu'elle n'est pas, et sent qu'elle ne pourra jamais être. Cette envie existentielle est la plus difficile à satisfaire, parce qu'il n'y a rien qu'elle puisse obtenir qui la fasse se sentir mieux. Le problème n'est pas ce qu'elle a ou n'a pas. Le problème est qui elle est, ou sent qu'elle n'est pas. Alors, que faire si vous reconnaissez ces indications dans une amitié proche? Jung offrirait plusieurs recommandations. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler l'économie d'information. Arrêtez de lui donner des munitions, ne partagez pas vos vulnérabilités, vos peurs, vos secrets les plus profonds. Cela ne signifie pas que vous devez être froide ou distante. Cela signifie que vous devez être stratégique sur quelle information vous lui donnez accès. La deuxième, c'est de pratiquer ce que Jung appellerait la neutralité émotionnelle active. Quand elle fera des commentaires qui vous piquent, quand elle minimisera vos réalisations, quand elle vous comparera défavorablement, ne réagissez pas. Ne lui donnez pas la satisfaction de voir que ça vous a affecté. L'ami rival se nourrit de vos réactions émotionnelles. En ne les lui donnant pas, vous lui enlevez sa source de pouvoir. La troisième, c'est de construire ce qu'on pourrait appeler un réseau de réalité. Des personnes de confiance, en dehors de cette amitié, qui peuvent vous donner une perspective objective. Quand elle vous dira que vous exagérez ou que vous êtes paranoïaque, vous avez besoin de voix externes qui vous confirment que votre perception est valide. La quatrième, et peut-être la plus importante, c'est ce que Jung appellerait le retrait du ravitaillement. L'ami rival vous maintient proche parce qu'elle a besoin de vous. Elle a besoin de quelqu'un contre qui se mesurer. Elle a besoin de quelqu'un à qui se sentir supérieur. Elle a besoin de vos succès pour envier et de vos échecs pour célébrer en secret, en vous retirant graduellement, en lui donnant moins d'accès à votre vie, en réduisant l'intimité de la relation. Vous lui enlevez ce dont elle a besoin. Et souvent, cela révélera sa véritable nature, parce que l'ami véritable acceptera la distance avec tristesse, mais avec respect. L'ami rival réagira avec rage, avec manipulation, avec des tentatives de récupérer le contrôle. Il existe un phénomène particulier que Jung a observé dans ces dynamiques de compétition féminine occulte. Il l'a appelé la blessure de la féminité. C'est une blessure que beaucoup de femmes portent sans le savoir. On transmise de génération en génération. Cette blessure, elle prend racine dans des sociétés qui, historiquement, ont mis les femmes en compétition, pour des ressources limitées, pour l'attention masculine, pour des postes de pouvoir rares, pour une validation dans un monde qui les dévalorisait. Dans ce contexte, les autres femmes n'étaient pas des alliés naturels, elles étaient de la compétition. L'amie compétitrice, c'est souvent une femme qui a profondément internalisé cette blessure. Pour elle, l'amitié féminine n'est pas un espace de sécurité et de soutien mutuel. C'est un autre champ de bataille, où elle doit prouver sa valeur, où elle doit gagner, où elle doit être supérieure. Jung comprenait que guérir cette blessure exige un travail profond d'intégration. La femme qui a guéri sa blessure de la féminité peut voir les autres femmes comme des compagnes de voyage et non comme des rivales. Elle peut célébrer les succès des autres parce qu'elle sait
que le succès d'une autre femme ne diminue pas le sien. Elle peut ressentir de l'envie occasionnellement et la traiter consciemment, au lieu de la laisser s'exprimer inconsciemment. Mais la femme qui n'a pas guéri cette blessure vit dans un état constant de comparaison et de compétition. Chaque interaction avec une autre femme active la blessure. Chaque succès des autres est un rappel de sa propre perception d'inadéquation. Et sa seule façon de gérer ses sentiments douloureux est de les projeter, de minimiser l'autre, de saboter en silence. Si tu reconnais cette blessure chez ton amie compétitrice, tu peux avoir de la compassion pour sa douleur, mais tu dois aussi te protéger des façons dont cette douleur se manifeste. La 5e technique que Jung recommanderait est ce que l'on pourrait appeler l'analyse de trajectoire. Observe l'histoire des amitiés de ton amie compétitrice. Comment se sont terminées ses amitiés précédentes? Que dit-elle des autres femmes qui lui ont été proches? L'amie compétitrice a souvent un schéma d'amitié intense qui finissent mal. Les anciennes amies deviennent des ennemis. Les confidentes d'hier sont les traîtres d'aujourd'hui. Si tu entends ton ami parler mal de multiples ex-amis, demande-toi, que se passera-t-il quand moi aussi je serai une ex-amie? Jung dirait que le meilleur prédicteur du comportement futur est le comportement passé. Et une femme qui a laissé une traînée d'amitié brisée, probablement, t'ajoutera à cette liste, éventuellement. Il y a quelque chose d'autre que Jung voulait que nous comprenions. L'amie compétitrice n'est pas un monstre, c'est une femme blessée, une femme dont l'ombre n'a pas été intégrée, une femme qui a probablement souffert des mêmes dynamiques de comparaison et de compétition quand elle était enfant. Cela ne signifie pas que tu dois tolérer son comportement. Cela ne signifie pas que tu dois rester dans une amitié qui te nuit. Mais cela signifie que tu peux avoir de la compassion, même en te protégeant. Tu peux comprendre qu'elle agit depuis sa douleur, depuis ses blessures non guéries, depuis son ombre non reconnue. Jung a écrit sur ce qu'il appelait les compagnes d'ombre, des personnes qui entrent dans nos vies non pas pour nous soutenir, mais pour nous montrer quelque chose sur nous-mêmes. L'amie compétitrice peut être ta compagne d'ombre. Elle peut être là pour t'enseigner à reconnaître les signaux de l'envie déguisée, pour t'enseigner à faire confiance à ton intuition, pour t'enseigner à établir des limites. Vu de cette perspective, même une amitié toxique a de la valeur, pas une valeur qui justifie d'y rester, mais une valeur comme expérience d'apprentissage, comme opportunité de croissance, comme un miroir qui te montre tes propres points aveugles. Il y a une question finale que nous devons considérer. Comment faire la différence entre une amie genuine qui ressent occasionnellement de l'envie, quelque chose de parfaitement humain, et une amie compétitrice dont l'envie définit la relation? La réponse est dans le schéma. Toutes les amies ressentiront de l'envie occasionnellement. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'envie soit le thème central de la relation. Ce qui n'est pas normal, c'est que chaque succès soit reçu avec quelque chose de moins que de la joie. Ce qui n'est pas normal, c'est que systématiquement, tu te sentes diminué après avoir interagi avec elle. Jung nous a enseigné à faire confiance à nos perceptions. Si quelque chose se sent mal, probablement c'est que c'est mal. Si consistantement tu te sens pire, après l'avoir vu, il y a une raison. Si ton intuition te dit qu'il y a de la compétition, là où il devrait y avoir du soutien, écoute-la. La douleur de reconnaître qu'une amie proche est en réalité une compétitrice cachée est immense. Cela peut ressembler à une trahison. Cela peut remettre en question ta capacité à juger les gens.
cela peut te faire douter de toutes tes autres amitiés. Mais Jung nous rappellerait que voir la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours mieux que de vivre dans l'illusion, que les relations basées sur la fausseté drainent l'énergie, tandis que les relations genuines la nourrissent, que se libérer d'une amitié toxique ouvre l'espace pour des amitiés vraies. Il y a un processus que Jung a décrit qui est particulièrement pertinent ici. Il l'a appelé le deuil de l'amitié idéalisée, quand finalement tu reconnais que ton ami proche est une compétitrice cachée. Tu ne perds pas seulement une amie, tu perds l'illusion de ce que tu croyais, que vous aviez ce deuil à plusieurs étapes. D'abord vient le déni, ce n'est pas possible. Nous sommes amis depuis des années. Il doit y avoir une autre explication. Ensuite vient la rage. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment a-t-elle osé me faire ça? Après vient la tristesse profonde, la perte, non seulement de l'amitié, mais de la confiance en ta propre capacité à juger les gens. Finalement, si le processus se complète sainement, vient l'acceptation, la reconnaissance que cette expérience, aussi douloureuse qu'elle a été, t'a enseigné quelque chose de valable. Elle t'a montré des signaux que tu ne voyais pas avant. Elle t'a fortifié pour les futures relations. Jung dirait que tu ne dois pas te précipiter à travers ce deuil. Chaque étape a son but. Le déni te protège de l'impact initial. La rage te donne l'énergie pour établir des limites. La tristesse te permet de traiter la perte véritable. Et l'acceptation te libère pour aller de l'avant. Ce que tu ne dois pas faire, c'est rester bloqué à aucune étape, spécialement dans le déni qui te maintiendrait dans une amitié toxique ou dans la rage qui te consumerait de l'intérieur. La sororité féminine genuine existe, des femmes qui célèbrent tes succès sans réserve, qui te soutiennent sans agenda caché, qui peuvent ressentir de l'envie occasionnellement et la reconnaître honnêtement sans agir en se basant dessus. Ces amis existent et tu les mérites. Jung a observé des caractéristiques spécifiques des amitiés féminines genuines. La première est la capacité de se réjouir du succès de l'autre sans avoir besoin de se comparer. La deuxième est l'honnêteté, même quand elle est inconfortable. L'amie genuine te dira la vérité, mais depuis un lieu d'amour et non de sabotage. La troisième est la réciprocité naturelle, un flux équilibré de donner et de recevoir, qui n'a pas besoin d'être comptabilisé. La quatrième caractéristique, et peut-être la plus importante, est ce que Jung appellerait la présence sans agenda. Il existe, selon Carl Jung, une observation sur les amitiés féminines, qu'un certain nombre de femmes hésitent à considérer vraiment. Il ne s'agit absolument pas de nier la capacité des femmes à forger des amitiés sincères. Elles le peuvent, bien sûr, mais Jung a mis en lumière une dynamique plus sombre, qui se manifeste avec une régularité troublante. Une dynamique où l'amie la plus proche, la confidente, celle qui est toujours là pour vous, se révèle être en réalité une compétitrice tapie dans l'ombre, quelqu'un qui vous observe attentivement, non pas pour vous soutenir inconditionnellement, mais plutôt pour constamment se comparer à vous, se mesurer à vous. Une personne dont la proximité n'est pas motivée par l'amour ou la générosité, mais plutôt par un besoin constant de surveillance, un regard pesant et continu. Une amie véritable est présente simplement parce qu'elle apprécie votre compagnie. Elle est là pour vous, sans autre raison. Elle n'a pas besoin de vous pour valider son ego. Elle ne cherche pas à soutirer des informations qu'elle pourrait utiliser à son avantage plus tard. Elle apprécie sincèrement votre amitié et se soucie de votre bien-être. C'est tout.
Cette présence désintéressée, sans arrière-pensée, est exactement ce qu'une amie compétitrice est incapable d'offrir. Car pour elle, chaque interaction est teintée d'un but caché. Chaque conversation est perçue comme une occasion d'obtenir des informations privilégiées ou de prendre l'avantage. Elle ne peut pas simplement être votre amie, parce qu'elle est constamment, à un certain niveau, en compétition avec vous. Mais pour les identifier, il faut d'abord se libérer de celles qui prétendent être vos amies, tout en rivalisant silencieusement avec vous. Si vous avez reconnu quelqu'un dans ces descriptions, si cette vidéo a confirmé des soupçons que vous aviez déjà, j'aimerais beaucoup le savoir, non pas pour juger ou donner des conseils non sollicités, mais parce que le partage de ces expériences permet à d'autres femmes de reconnaître des schémas qu'elles n'avaient peut-être pas réussi à identifier auparavant. Et si vous vous êtes vous-même reconnu dans certaines de ces descriptions, si vous avez réalisé que vous avez été cette amie compétitrice sans même en être consciente, cela a aussi une valeur inestimable. La prise de conscience est le premier pas vers le changement. Jung dirait que rendre consciente votre ombre est le début d'un processus d'intégration. Et une ombre intégrée n'a plus besoin de s'exprimer de manière destructrice. La prochaine vidéo explorera comment agir lorsque vous décidez enfin de confronter cette amie compétitrice. Nous aborderons les schémas de réaction que Jung avait prédits. Et comment vous protéger pendant ce processus délicat. C'est un sujet important qui mérite qu'on lui consacre tout un espace. D'ici là, souvenez-vous des paroles de Jung. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. L'amie compétitrice, aussi douloureuse que puisse être sa présence dans votre vie, peut agir comme un miroir, vous montrant où vous devez renforcer vos propres limites. Faire davantage confiance à votre intuition et choisir avec plus de soin qui vous laissez entrer dans votre cercle intime. Parfois, la leçon la plus précieuse que quelqu'un puisse vous donner, c'est de vous montrer exactement qui vous ne voulez pas dans votre vie.